Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Ça aide à garder la tête sur les épaules. Ouais, oui. Alors, le sucre fait perdre la tête de temps en temps. Ouais, mais parfois ça alourdit. colle. Ça colle bien. Possible. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? On va parler un peu de garder la tête sur les épaules. On va parler de Louison, enfin de Louisette. On va développer un petit peu. Ok. Et ensuite, on parlera de la constante de l'homme lézard, Tout à fait. à laquelle je ne connais rien. Eh ben, tu vas voir, c'est assez amusant. Mais c'est donc toi qui commences C'est avec Louison et Louisette. Exactement. Et du coup, moi, je n'ai aucune idée de quoi tu vas parler là. Ouais, alors on pourrait croire que l'histoire que je vais raconter est triste. Bon, on va pas se mentir, elle l'est. Je veux dire. C'est bizarre, on fait pas beaucoup Il y a quand même des moments ouais, je me suis dit, on raconte pas souvent des trucs très positifs et tout ça. On va voir qu'il y a quand même quelques moments d'espoir, des moments plein de bonnes attentions, des soupçons de justice sociale même. Oula. On va parler ensemble de Louison, ou Louisette. Enfin, c'est comme ça qu'elle aurait pu ou dû s'appeler, qu'elle s'est même appelée pendant un petit moment. Mais on va peut-être plutôt parler de quelque chose qui est plus connu sous le nom de la bécane. La moto? Non? La bascule à Charlot? Alors, c'est une position sexuelle ou... Si je te dis la veuve. Ah oui, la guillotine. Si je te parle de décollation. Ça doit être de la décapitation. C'est ça, si je te propose de passer la tête à la fenêtre ou de tester le rasoir national. Oui, là, il n'y a plus de doute possible. On va parler de la guillotine. Voilà. Je me suis dit, mais en fait, d'où ça vient la guillotine? Du docteur Guillotin, non? Pas ça? Alors, l'histoire est bien plus compliquée que ça. Ok. Enfin, un peu plus compliquée. Bon, je vais pas te refaire toute l'histoire de la peine de mort. Déjà parce que, bon, c'est suffisamment déprimant comme sujet, l'histoire de la guillotine. Mais surtout parce que, bon, on a aussi pas que ça à foutre. Parce que c'est long quand même. C'est ça. Bah, c'est long. C'est-à-dire que on parle déjà de peine de mort dans le plus ancien texte de loi connu, qui est le code de Urnamou. Donc c'est autour de moins 2100. Et même dans un texte qui est pas tout à fait un texte de loi, mais qui s'appelle la palette de Narmer. Enfin, c'est pas un texte de loi, c'est une palette à maquillage. Ok. Mais elle date de moins 3000. Et donc, Du néolithique? je le pense. Selon l'endroit où... Et sur cette palette à maquillage, du coup, on va retrouver des hiéroglyphes en égyptien réformé, donc qui sont les hiéroglyphes parmi les plus anciens connus. Donc là, on est vraiment, si tu regardes les plus vieilles traces d'écriture qu'on peut retrouver, bah tu vois des dessins de corps décapités avec les mains ligotées. Alors, c'est peut-être une métaphore. Peut-être. Mais... Ou peut-être ouais. qu'à l'époque, certaines personnes n'avaient pas de cou C'est possible. et pas de tête. Ouais, licence artistique, tu vois. C'est ça. Bref, de tout temps, l'homme a décapité. Avec divers moyens. Voilà. Parce que on trouve aussi certains textes qui parlent de décapitation mécanique pendant l'Antiquité, en Perse, en Chine. Alors, ce serait pas étonnant Que les Chinois aient aussi inventé ça. Voilà. À Sparte aussi. Mais la véracité de toutes ces descriptions est un peu dure à établir. Parce que c'est beaucoup des contes, en fait. Oui, puis ça dépend aussi, mécanique, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Qu'est-ce qui est aidé ou pas? Alors, si on va aller dans quelque chose sur lequel on a plus de certitude, on va trouver une trace de machine à décapiter dans un écrit de 1233. À l'hôtel de ville de Nuremberg, il y avait une fresque. Alors, il y avait parce que Nuremberg, l'hôtel de ville, il y a eu quelques trucs qui se sont passés, qui ont fait que bon, il a dû être reconstruit à un moment. C'est bizarre. Mais comme quoi, ça fait longtemps qu'on bute des gens en Nuremberg. Voilà. Qui montrait donc la Dille, qui est une machine du genre. En gros, t'imagines deux montants réunirés, dans lequel tu vas glisser une lame qui est fixée, une lame genre lame de hache, tu vois, court, qui est fixée à une grosse enclume. Ok. En gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre le condamné à genoux, tu vas venir poser la lame sur son cou, et le bourreau, en fait, plutôt que lui donner un coup de glaive, il va donner un gros coup de marteau sur l'enclume. Ouais, donc typiquement, là, c'est mécanique, mais pas tant que ça. Il faut quand même qu'il y ait un mec qui tape, quoi. Il faut qu'il y ait un mec qui tape. Voilà. Donc on peut voir des gravures dans les peintures médiévales aussi, plusieurs représentations de ce type, qui sont plus ou moins sophistiquées, en commençant chronologiquement plutôt par l'Écosse, puis par l'Italie.
Donc, on sait qu'on en a utilisé des machines du genre à Naples au XVe siècle. Avec cette fois, on avait un système de cordes, tel qu'on le connaît, avec un condamné qui est toujours à genoux. Oui. Donc, il pose la tête sur un montant et hop, ça tombe. En 1632, le duc Henri II de Montmorency aurait été exécuté en privé à l'aide d'un tranche-tête. Un tranche-tête. Bah écoute, on n'a pas de nom, une machine à trancher les têtes, quoi. Mais c'est marrant quand même que déjà à l'époque, ils utilisent un peu la gravité, quoi. Oui. Et que à aucun moment, ils utilisent, tu vois, le principe du levier ou de l'engrenage. Oui. Oui, bah je pense que c'est ce qui est le plus simple, mais... Peut-être, ouais. Mais sur cette histoire d'Henri II, on n'est pas sûr. C'est un mec qui dit on a utilisé une machine. En vrai, pourquoi est-ce qu'il mentirait là-dessus? Enfin, mais bon, les autres... Qui était fabricant de machines. c'est ça. La première machine dont on peut vraiment parler avec certitude, c'est le JB de Halifax. Donc Halifax dans le Yorkshire. La loi locale est un peu stricte. En Angleterre, voilà, puisqu'on condamne à mort tout voleur qui dérobe une valeur de plus de 13 pence et demi. Ah, c'est pas beaucoup ça quand même. Avec l'inflation, aujourd'hui, Ouais. ça fait 6,50 €. Ouais, bah, ça veut dire que t'es condamné à mort pour avoir volé un kebab, quoi. C'est ça. Alors, à Halifax, on fait pas comme ailleurs, parce que normalement, les voleurs, on les pend, mais écoute, à Halifax, on les décapite. Et d'après un roman paru en 1600, alors que là, on parle plutôt du XIIIe siècle, hein, on attribue cette invention à un moine qui était fort marri de voir que personne ne voulait utiliser la hache, qu'on avait du mal à trouver des bourreaux, et donc on se dit Faut le faire mécaniquement. on va trouver une machine, ça sera plus simple. Le JB, lui, en lui-même, il est hyper impressionnant. Hein. Il est placé déjà sur un échafaud. Donc l'échafaud, c'est la plateforme en fait sur lequel il est, qui est à 1,20 m de haut. Et les montants font plus de 4 mètres. Ah ouais. Donc dedans, tu glisses une grosse masse de bois qui se termine par un lourd fer de hache. Et quand le bailli va lâcher la corde qui la retient, donc il tire la corde et hop, il la relâche et elle tombe sur le cou du condamné qui est allongé au sol et qui envoie sa tête à plusieurs mètres de distance. C'est bien, ça fait du spectacle et tout. C'est ça. À noter que parfois c'était la victime elle-même qui lâchait la corde. Ça, c'est pute. Ou parfois, dans le cas de vol de bétail, c'était les animaux. Ouais, c'est un peu... On avait parlé à une époque du procès des truies et Oui, tout. là, t'as volé un cheval, on attache le truc à un cheval et puis après, à un moment, il se barre, ça tombe, bref. Il s'agit de tuer des gens, on a toujours beaucoup d'imagination. Mais ça peut durer longtemps avec le cheval, si ça pas, tu vois. Donc, elle a commencé à fonctionner en 1286 et on estime qu'en 400 ans, elle a dû servir une centaine de fois. Ah bah c'est pas beaucoup. Je m'attendais à beaucoup plus. En même temps, c'est un petit village, hein. Ouais, mais enfin... Et puis il y avait une règle comme quoi si tu arrivais à courir jusque dans le bois, t'étais plus condamné. Enfin... Mais c'était compliqué parce qu'à un moment t'as un mec qui fait ça et puis après il revient, on lui dit du coup t'es revenu, t'es recondamné. Enfin il se fait décapiter. Enfin bref. Elle va s'arrêter de fonctionner en 1650 après qu'on ait arrêté un mec qui avait volé 15 mètres de laine. 15 mètres de laine, ça fait à peu près 10 fois ça fait 60 €, quoi. C'est wow. Ouais, ça coûte cher. Hein, mais quand même, les gens se sont dit, ouais, bon. Putain, un mec pour ça. Peut-être pas buter un mec pour ça. C'est peut-être un peu trop. Et Cromwell a interdit l'exécution. Toutes les exécutions ou juste celle-là? Et après, il a dit, il a interdit celle-là, et puis après, il a dit, non, mais on arrête. Ah ouais, comme quoi. Comme quoi, Cromwell. Hein. Faudrait pas qu'on fasse un épisode sur Cromwell aussi, parce qu'il a pas fait que des trucs bien, je crois. non. Pas lui qui a fait décapiter un roi? Si. Ah oui, ouais. Si, mais à la hache, quoi. je veux dire, à l'ancienne, comme un bonhomme. Voilà. Alors, toujours chez nos amis britanniques, on ne peut pas parler de guillotine sans évoquer la Scottish Maiden, la Vierge écossaise. Donc là encore, ça vient d'un souci hyper pragmatique. En 1563, l'épée du bourreau d'Édimbourg est au bout du rouleau. Elle est déglinguée. Et donc, il en faut une nouvelle. Oui. Ok. La légende veut que le comte de Morton soit passé par Halifax et qu'il ait vu la machine. Bref, on se dit que plutôt qu'une épée, pour reconstruire une machine, ce serait quand même vachement plus économique. Et puis il commence à être vieux, le bourreau, il a mal au dos, comprenez. C'est ça, on reparlera des questions économiques un peu plus tard. Donc on va construire, et cette fois, on va avoir quelques différences avec le JB de Halifax. Déjà, ce qui est hyper remarquable, c'est un 3e pied.
Donc en diagonale, qui est oblique et qui soutient les montants. Et ensuite, que là, le condamné est plus allongé au sol, il est à nouveau agenouillé. Ok. Et il pose sa tête sur une toise qui est à 1,20 m du sol environ. Ok. Elle est aussi plus fine et moins imposante, ce qui va avoir l'avantage de pouvoir la faire voyager. Hein, on va la prêter et la louer même. Bah oui, il n'y a pas de raison qu'il y ait que à Édimbourg qui, Voilà, qui s'amuse. un peu partout dans l'Écosse. On va l'utiliser pour la première fois, donc le 3 avril 1565. La machine, elle va aussi servir pour des malfaiteurs, hein, qui vont du voleur au meurtrier. Les peines, alors, elles vont varier entre décapitation et pendaison. Bah, ils ont construit une machine, ils décapitent pas tout le monde. Ouais, mais bah non, on décapite pas tout le monde. Par exemple, quand t'as une jeune femme de bonne famille qui va tuer son mari, avec l'aide de son amant et de sa gouvernante, bah, la femme, elle va passer sous la Vierge, mais sa gouvernante, de basse extraction, elle va être brûlée vive. Et son complice, il va être roué. Attends, mais c'est logique. Dans un spectacle, tu vois, t'as 3 actes, il faut que ça change un petit peu. C'est toujours 3 fois le même truc. Ouais, mais en plus, son Tu perds les complice, spectateurs. ils l'ont chopé 2 ans plus tard, je crois, un truc comme ça. Mais c'est juste que quand t'es noble, t'as droit à quelque chose de plus rapide, de moins Ouais, puis spectaculaire. on te pend pas comme un vulgaire voleur de cheval. Exactement. Et là, c'est vraiment complètement l'arbitraire de est-ce que tu vas souffrir? Bah, ça dépend. T'es assez riche pour ne pas souffrir. On verra aussi passer dans les bras de la Vierge quelques personnalités du temps. L'ancien régent d'Écosse, James Douglas, le marquis d'Argyll ou le fils du marquis d'Argyll, jusqu'à ce que la dernière utilisation de la machine qui se fera le 30 juin 1716. Et pourquoi ils arrêtent à la casser? Parce qu'ils ont décidé d'arrêter. Non, je sais pas trop pourquoi ils arrêtent, mais Parce qu'ils ont eu une révélation philosophique et ils se sont dit que la peine de mort, finalement, ça servait à rien. non, je crois pas. Non. Je crois juste que peut-être ça commençait, peut-être qu'ils ont eu des nouvelles idées, je sais pas. J'ai Peut-on des exécutions, Marc Oui. Début 1700, 18e. ouais, peut-être. Ils se sont dit, attends, on a une nouvelle technologie, il faut l'utiliser. Oui. Bon, soyons honnêtes, quand on pense décollation mécanique, Ouais. au raccourcissement patriotique, comme on le disait à une certaine époque, on pense pas à la perfidie d'Albion. Non, pas trop. Donc, le cœur de notre histoire, elle va commencer le 1er décembre 1789 à 15h. Mhm. Et c'est là que, à la tribune de l'Assemblée nationale, monte un médecin, un certain docteur Joseph Guillotin. Joseph Ignace Guillotin. Donc, selon la légende, le 28 mai 1738, Catherine Martin, épouse Guillotin, passe devant une place, donc elle est enceinte à ce moment-là, elle passe devant une place où un assassin est rompu vif. Rompu vif. Oui, et il subit la roue. Ok, cool. Ouais. Donc on lui casse tous les membres, Ouais, un truc cool. un truc cool. Et le spectacle est si horrible que ça va précipiter son accouchement. Accouchement prématuré de son 9e enfant, le jeune Joseph Guillotin. 9e enfant. Ouais, bah, il y a eu de la perte. Hein. Il n'y avait pas la télé à l'époque. Donc c'est comme ça qu'est né le jeune Joseph Guillotin dans ces circonstances un peu liées à la peine de mort. Mhm. Et ce fils d'avocat va se décider, après des études en théologie, d'embrasser la carrière médicale. Il va se retrouver à Paris à ce moment-là, parce qu'il vient de Bordeaux, et il devient assez vite un médecin réputé. Mhm. Après tout, enfin, tu vas pas laisser les frères du roi, les futurs Louis XVIII et Charles X, ils sont pas soignés par n'importe qui quand même. Il est médecin de la famille royale, quoi. Ouais. Ah ouais. Bon, il n'est pas tout à fait leur seul médecin, hein, puisqu'il va partager cet honneur avec notamment un certain docteur Jean-Paul Marat. Marat, le Marat de Marat? Le Marat de Marat, le Ah Marat ouais. de Le Bain et tout ça. Quoi. Ouais. Voilà, qui était aussi médecin quoi. des frères du roi. Et à côté de ça, bah, il fait aussi ses propres recherches. Il participe à la loge du marquis de Lafayette. Ah, donc il est franc-mac aussi. Bon, comme tout le monde à l'époque. Ouais. Et il va notamment participer avec Lavoisier et avec Benjamin Franklin au débunkage des théories de Mesmer. Ah, sur le mesmérisme et tout ça. Sur le magnétisme animal, ouais, c'est le roi qui dit ça a l'air bizarre ce truc, je vais prendre tous les grands savants, ils vont donner leur avis. Ce qui est quand même, je veux dire... Plutôt avancé de la part du roi. Ouais, voilà. Parce que si on avait fait ça avec Joseph Smith, dont on n'a pas la dernière fois... Voilà, bah donc il participe à ça. Ce qui fait que, enfin, c'est pas n'importe qui.
Il va aussi s'engager politiquement assez vite, et notamment en demandant dans la pétition des 6 corps, en 1788, que le tiers-état ait au moins le même nombre de représentants que la noblesse et le clergé, et qu'en plus, on fasse un vote par tête, et pas un vote par ordre, enfin par corps. Oui, ce qui aurait été un peu problématique pour le tiers-état. Voilà. Donc, il faut pas s'étonner qu'un an plus tard, quand on fait des élections, il est élu du tiers-état député de Paris. Ok. Le 20 juin 1789, quand le roi fait fermer la salle des députés, c'est notre Joseph Guillotin qui dit « Hé, je connais un petit endroit, ça s'appelle la salle du jeu de paume. Si vous voulez, on peut y aller. » Ah ouais, donc c'est un peu le mec qui fait « Alors moi, je joue au squash là-bas, si vous voulez. » Voilà. Je connais, parce que je viens souvent à Versailles, comprenez. Où on va prononcer le célèbre serment. Du jeu de paume. Heureusement que c'était pas une salle de squash, parce que ça aurait été un peu moins... Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un mec qui a fait des trucs. Mais non, mais... Dans sa vie. On notera qu'il va mourir en 1814 d'une infection. Et pas... alors moi, j'avais entendu au début qu'il était mort guillotiné. Non, il s'est coupé avec une lame de guillotine, il a chopé le tétanos. Bon, voilà. Non. Donc, il mourra en 1814. Mais si on revient à nos moutons, donc Guillotin monte à la tribune et il va parler d'une réforme de la peine de mort. Donc là, on est en décembre 1789. C'est ça. Le souci qu'il a, lui, c'est avant tout un souci d'égalité. C'est-à-dire que il décide que dans son nouveau code, enfin dans le nouveau code qui est en train d'être rédigé, on a déjà décidé que les délits du même genre seront punis du même genre de peine, quel que soit le rang et l'état du coupable. C'est faire. Ce qui est, ce qui est assez faire. Hein. Et ça fait partie d'un paquet de réformes, notamment où on va arrêter de s'en prendre aussi aux proches d'un condamné. C'est bien. On partait de loin quand même avant la Révolution. C'est ça, mais on va mettre fin aussi au fait que les nobles avaient traditionnellement donc droit non seulement à plus de clémence dans les jugements, mais aussi à des méthodes d'exécution moins douloureuses. Mais bon, maintenant qu'on se dit il faut utiliser la même chose pour... chaque crime du même genre doit être exécuté de la même façon, il faut bien se rappeler qu'à l'époque, donc parmi les 115 crimes passibles de peine de mort... Ah, mais c'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. En fait, ils vont, suivant le crime, mener à des châtiments différents. Hein, la roue, le bûcher ou l'estrapade. L'estrapade, c'est pour les déserteurs. Et alors, l'estrapade, c'est pas le truc où ils jettent d'un... Si, c'est ça. Ils font monter une échelle et puis ils jettent d'en haut. S'il y avait la rue de l'estrapade, pas loin de... Ouais. Dans le 5e. Guillotin, lui, il veut unifier tout ça avec une seule méthode et il se dit, on va prendre celle qui est réservée aux nobles. Oui, qui est du coup la meilleure. A priori, la meilleure. Donc, la décapitation. Problème de ça, c'est que il faut à la fois un bourreau habile et précis et un condamné bien sage. On peut l'attacher, le condamné. Ouais, mais bon... mais il peut se défendre avant qu'on l'attache. Il peut se défendre, il peut bouger au dernier moment. Bref, pour contourner ça, il veut concevoir une machine. Il va préciser à l'Assemblée, je cite, « Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et sans que vous éprouviez la moindre douleur. » C'est humain. C'est humain, mais ça fait un peu marrer tout le monde sur le coup. Et le docteur va devenir la cible notamment des royalistes, des railleries royalistes qui vont se moquer de son histoire de machine. Et tous les mecs qui se sont moqués, ils finiront... en la surnommant la guillotine. Ah, les cons. Voilà. En tout cas, le débat n'est pas tranché. Certains trouvent cette mort un peu trop douce. Au contraire, vers 1791, un peu plus tard, on va se poser aussi la question de l'abrogation de la peine de mort. Le 30 mai, on va avoir un jeune avocat qui va faire un discours que j'encourage tout le monde à lire, qui montre le caractère inhumain et complètement inefficace de la peine de mort. Donc même si Robespierre est applaudi, il n'a pas gain de cause. Il y a tout un truc autour de Robespierre et de la peine de mort. Oui, c'est une histoire très complexe. Donc il n'a pas gain de cause. Le 31 janvier 1792, 32 crimes sont passibles de peine de mort. Et, dans la loi, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Par la guillotine. Non, la tête tranchée. La tête tranchée. Parce que là, il a déjà construit sa machine ? Non. Ah non, toujours pas. Non, toujours pas. Donc, on va avoir cette avancée législative, mais qui du coup va poser un problème un peu technique. Ce problème technique, il va être mis en avant dans un rapport écrit par non moins que Charles-Henri Sanson, bourreau de Paris.
qui va dire, alors, moi, en soi, bon, la décapitation, j'ai pas vraiment de problème. Alors, bon, il se trouve qu'il aime pas trop ça parce qu'il a raté sa première. Ouais, mais c'est le trac, ça. C'est bon. Et c'est ce qu'il dit. Il va dire, d'abord, bon, c'est pas évident d'avoir la coopération parce que là, on parle plus de faire que les nobles, donc quelques-uns. Là, on Oui, parle. il y en a beaucoup. On parle de faire ça en plus grand nombre. Et puis le noble va dignement à la mort, alors que le paysan, il se débat. Mais justement, il dit, quand tu vas attaquer le 2e ou le 3e supplicié qui a vu ses potes mourir, en général, ils sont un peu moins coopératifs. Et surtout, une épée à décapiter, ma bonne dame, ça coûte 600 livres. Et moi, j'en ai que 2. Puis il faut les aiguiser. Ben, c'est ça, c'est que à chaque fois que tu décapites quelqu'un, l'épée, elle est quasiment défoncée, donc il faut la réaiguiser. Mm-hmm. Donc c'est ça prend un temps fou, quoi. Ça prend un temps fou, ça coûte cher, et surtout si tu te dis, bah, tu dois décapiter 5 personnes, bah, il te faut 5 épées. Ah oui, parce que tu la réaiguises pas sur l'échafaud, Bah, quoi. Voilà. Donc bon, vous êtes gentils, vous êtes gentils avec vos trucs de députés dans la tour d'ivoire, mais les vrais gens dans la vraie vie, comment on fait? Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rappeler, donc là on est 2 ans et demi plus tard, hein, qu'on va se rappeler de l'histoire de notre bon docteur Guillotin avec ses délires un peu de machine. Et on se rappelle ça du côté notamment du procureur général, qui s'appelle Pierre-Louis Roderer, et qui lui va mettre le projet en route. Parce que bon, Guillotin, il a fait la proposition, mais bon, il s'est jamais vraiment penché sur le... Ah, puis il est médecin à la base, quoi. Il est pas charpentier. Ouais, c'est ça. Mais il s'est jamais penché sur les détails, quoi. Il dit, oh, on va faire une machine, ça va être très bien, ça va être très cool. Vous allez voir. Bon, ça va être d'autres gens hein, qui vont gérer le truc, mais... C'est Elon Musk, quoi. Voilà, et c'est un peu ça. Et donc, Roderer va se tourner vers un autre homme, qui s'appelle le docteur Louis. Que des docteurs. Ouais. Bah, si tu veux, Guillotin, c'est déjà un médecin qui est assez prestigieux. Mais docteur Antoine Louis, c'est un cran au-dessus. Alors, lui, il est fils et filleul de chirurgien. Il pratique la chirurgie dès l'adolescence sur des soldats blessés. J'ai cru que t'allais dire sur des animaux. Non. Et donc, il va, dès qu'il le peut, rejoindre l'armée et laisser libre cours à sa passion. Découper des mecs. Donc, il atteint assez vite le rang de chirurgien major, pendant que, pour le fun, à côté, il passe un doctorat en droit. Il se retrouve assez vite à la Salpêtrière, et il va œuvrer pour redorer le blason de la discipline chirurgicale qui est parfois considérée un peu comme un peu de la boucherie améliorée. Ouais, il y a encore un siècle, on les appelait barbiers, non? Ouais, c'est ça. Non, mais la chirurgie, c'est à peine considéré comme la médecine, quoi. Mm. Le mec devient quand même académicien à 23 ans, hein. Ah ouais. Ouais. Il va refaire un petit tour sur le champ de bataille, parce que, bon, à un moment, il en a marre de tout ça. Il va revenir un peu pour incarner le gentilhomme des Lumières. Le mec, il est lettré, il a l'esprit vif. Il est biclassé, Ouais. chirurgien, avocat. C'est ça. Et même la révolution pourra pas le déboulonner. Parce que t'auras des gens qui pousseront un peu, genre, on est les chirurgiens du peuple et tout ça. Et dit, non, mais les mecs, la chirurgie, c'est WAM, quoi. Enfin, vous ne connaissez rien, quoi. Moi, je veux bien recoudre n'importe qui, mais par contre, c'est moi. Ouais, voilà, c'est moi le chef. Et pourquoi on s'adresse à lui? Bah, il faut savoir que Antoine Louis, il n'hésite pas à s'aventurer vers quelques expériences qui paraissent étranges à ses confrères. Il va s'intéresser notamment aux plaies par balle. Ouais. À quoi ça ressemble? Donc, il va tirer sur des mecs... Sur des cadavres, oui. Ah bon. Il va être aussi le premier à montrer que quand quelqu'un se noie, il a de l'eau dans ses poumons. Ce qu'on utilise toujours aujourd'hui pour savoir... Dans tous les épisodes des experts. Exactement. Bah voilà, c'est Antoine Louis. Suite à ça, il va devenir expert judiciaire, et c'est un des pionniers de la médecine médico-légale. Mm-hmm. Quand il s'agit de rendre son rapport, du coup, que lui demande Roderer, il va non seulement expliquer la physiologie de la décapitation. Alors, il faut couper entre Voilà, entre telle vertèbre et telle vertèbre. La C1 et la C3. Et il va aussi donner des instructions techniques pour la machine qui sont assez détaillées, ce qui fait que la machine va passer pour certains de guillotine à Louison ou Louisette, du nom du docteur Antoine Louis. D'accord. Mais bon, on retiendra surtout que le docteur Louis est mort en 1792 et que c'est à peu près au même moment qu'on va commencer à utiliser la guillotine.
et qu'en fait, son nom sera assez vite oublié parce qu'il est mort et qu'on veut pas associer un mec qui vient de mourir À une machine de mort. à une machine de mort. Enfin, non, mais à quelque chose comme ça, alors qu'il a tellement fait d'autres trucs. Oui, oui, oui. Et que Et il est mort de sa belle mort ou... Oui. Enfin, il est mort d'une maladie, je sais plus, mais Enfin, à l'époque, c'est sa belle ouais, mort. non, mais c'est ça, mais il avait 70 ans, un truc comme Oui. ça. Et donc, l'association avec son nom va pas durer, et donc ça retombera sur Guillotine. Sur Guillotin qui fait... Bah, ok. Bah, non, lui, ça le fera chier, hein. Ouais. Qu'on se souvienne de lui que pour Oui, ça. c'est vrai qu'en même temps... Et pas pour le jeu de paume. Ouais, pour le jeu de paume, pour la loi des 6 corps, enfin, bref, pour la médecine. Bon, on a les médecins pour parler de physiologie, tout ça. On a même un bourreau pour aider. Mais à un moment, bah, il va falloir scier, hein. Il va falloir clouer, il va falloir aiguiser. Évidemment, naturellement, on se tourne vers Guidon. Qu'est-ce que ce Guidon? C'est l'habituel artisan en charge des potences. C'est l'inventeur du guidon aussi. Bon. Voilà, rien à voir. Et le mec, il va flairer le bon coup, mais il va y aller un petit peu fort quand même, et il va dire, bah voilà, c'est 5600 livres. Mais vous allez voir, les prochaines, elles seront moins chères. C'est cher parce que c'est dur de trouver des charpentiers qui veulent bien bosser sur ce genre de projet. Vous comprenez Bien sûr. Bon, il a quand même poussé un petit peu loin. Et donc, on lui dit, mec, t'abuses. On va se tourner alors vers un Allemand du nom de Tobias Schmidt. Alors, Tobias Schmidt, lui, il nous vient de Wiesbaden. Et il a appris très vite à travailler le bois. Il va se tourner vers la musique. Il devient fabricant de clavecins. Et il est luthier aussi. Donc, il va arriver en 1776, mais il pourra vraiment exercer qu'à partir de 1785. Juste avant, on a du mal à tolérer qu'un Allemand vienne... Bah, c'est le plombier polonais, quoi. Il C'est vient prendre ça. Et le en boulot plus, des il y a luthiers des français. rumeurs qui disent qu'il est juif. Ouais. Donc voilà, il doit faire son trou dans la communauté. Après, il pourra commencer à bosser. Bon, la question c'est pourquoi un fabricant de clavecins se retrouve à travailler sur une machine à raccourcir? Oui. Quel est le lien? Ben, on ne sait pas. On sait pas. Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que le clavecin, c'est pas c'est pas un objet qui se vend aux prolétaires. C'est pas un instrument très révolutionnaire, tu veux dire? Non, mais que du coup, il a des connexions assez fortes avec le gratin de la société, d'où sont quand même issus aussi les dirigeants de Oui, de la révolution. de la Révolution. Une autre hypothèse, c'est aussi que Samson était lui-même mélomane. Ah, oui. Et du coup, il est allé chercher son luthier, quoi. Et du coup, il est allé chercher un des mecs qu'il connaissait. Il aura quand même l'audace de déposer un brevet sur la machine. Bah, pourquoi l'audace? C'est lui qui l'a inventé, finalement. Bah, non, c'est lui qui la fabrique. C'est lui qui la fabrique, mais il a déjà quelques instructions. Alors, les instructions sont pas tout à fait précises, mais c'est lui qui la fabrique. Mais c'est Louis qui a fait les premiers croquis. Et l'avocat général lui dit mec, t'es pas de notre Exagère gueule, quand pas. même. On va pas te filer des royalties à chaque fois qu'on écourte un mec, parce que... Voilà. Autant dire que la liste, elle commence à Mais être c'est parce longue. qu'il a quand même une âme d'inventeur, notre Allemand, parce qu'il va concevoir notamment une charrette légère qui peut être tirée par un animal au lieu de deux, une échelle qui se déploie pour pouvoir combattre les incendies dans les longs immeubles. Il va aussi fabriquer un des premiers scaphandres qui va tester dans la Seine, ou l'ancêtre du synthétiseur, le piano harmonica. Ah, quand même, ouais, donc un mec important pour... Voilà. Donc, pour 960 livres... soit 5 fois moins que le mec d'avant. Soit un peu plus de 5 fois moins que le mec d'avant, Schmidt se lance dans la construction, ce qui lui prend que 4 jours. En même temps, c'est pas hyper compliqué non plus, comme... Ouais. Grâce à l'aide du docteur Louis, qui va l'aider aussi. Dès le 15 avril 1792, l'engin qui a été peint en rouge se dresse devant son atelier, devant les passants. Il va trancher les premières bottes de paille. Ok. Puis on va lui amener un mouton du boucher d'à côté. Il n'y a plus qu'à passer sur les humains. Donc c'est ce qu'on fait le 17 avril dans la cour de l'hôpital de Bicêtre. Donc on a convoqué plusieurs médecins. Donc bien sûr Louis et Guillotin et puis d'autres. Et c'est Samson qui va se charger de l'assemblage. Donc il fait son petit Lego, là, il monte sa guillotine, et on va lui sortir 3 indigents qui étaient destinés à la fosse commune. Ils sont morts. Ah oui, ouais. Pardon. On a trouvé 3 pauvres dans la rue, on s'est dit, venez, c'est pour une expérience. Vous allez voir. Signer une décharge. Donc il va faire le premier essai,
tranché net, les os sont tranchés net, la tête tombe dans le panier, tout va bien. Le deuxième essai, tout va bien. Le troisième, le mec est un peu plus robuste. Donc, bon, ça laisse un petit peu de peau, ce qui lui aurait laissé aucune chance de survivre, hein, mais c'est pas très esthétique. Donc, ils vont ils vont devoir travailler un tout petit peu, régler les quelques trucs sur la lame, sur la hauteur de tomber. Samson dira quand même à la fin de la matinée, belle invention, pourvu qu'on n'abuse pas de la facilité. Pourvu qu'on s'en serve pas trop. On y arrive. 25 avril 1792. Un mercredi. C'est important pour toi. Alors, j'ai pas noté la date en prairial. Le premier Vendose. C'est ça. Vendémiaire. Oui, oui. Je sais plus. Bon, bref. L'échafaud se dresse devant Nicolas Lepelletier, condamné pour vol avec violence. On l'attache. Samson fait son office. Donc, au départ, tu vois, on l'attache droit, debout, à une planche, et puis on fait basculer la planche sur le truc, on vient le caler, et il faut bien dire que le public est un peu déçu. Ça va trop vite, en fait. Bah oui, en fait, entre le moment où il est descendu de la charrette et le moment où sa tête est dans le panier, il se passe moins d'1 minute. Et bon. On va payer notre ticket, quand même. Bah, pas tout à fait, parce que c'est public, mais, enfin, sauf pour les gens des cafés autour. Mais bon, c'est un peu... Bon, le public est un peu frustré, mais pour Schmitt, c'est plutôt bien, hein, puisqu'il va toucher un contrat de 70 000 livres pour construire une machine dans chacun des 83 départements. Ah, ce qui fait pas très cher de la guillotine, quand même. Non, mais là, il peut les faire en série, quoi. Le 30 juin, on va guillotiner à Dieppe. Le 13 juillet à Lille, et bientôt, dans toute la France, on va découvrir ce nouveau mode d'exécution. La province découvre la guillotine. Et pour allonger le spectacle, on guillotine plus de mecs. Et malgré quelques retards et dysfonctionnements des ateliers de l'allemand, qui va tenter parfois un peu de rogner un peu sur la qualité pour augmenter sa marge. À Paris, par exemple, en 1792, on va avoir une dizaine de peines capitales par mois. Ah, pas tant que ça. Même c'est en 93 où ils en étaient beaucoup. Ça va changer un peu. Et c'est principalement des fabricants d'assignats. Et voilà, les faussaires. Bon. C'est ça. Le premier changement va intervenir le 10 août. Donc le 10 août, c'est la formation de la commune insurrectionnelle de Paris. Donc c'est l'attaque du palais des Tuileries. On vient chercher le roi. C'est là, d'ailleurs, devant le palais des Tuileries, qu'on va, une semaine plus tard, dresser l'échafaud pour y faire monter les coupables du massacre. Et ce qui est rare, c'est que du coup, la guillotine, elle va rester là un petit peu de temps. Il y en a beaucoup. De façon presque permanente. Non, le tribunal du 10 août va condamner à mort 5 responsables. Oh, ça va. On va pas se mentir, c'est pas là le vrai... Le vrai point d'orgue de la carrière de la guillotine, hein. C'est l'événement qui va suivre, plutôt, qui va lui donner un statut hyper symbolique. Parce que finalement, la guillotine, tu vois, c'est un peu comme la croix. Oui, c'est un emblème maintenant. C'est un emblème de quelque chose. Le 10 décembre donc 1792 s'ouvre le procès de Louis Capet. Donc Louis XVI, qui n'a jamais été un grand orateur, et malheureusement pour lui, ça se voit assez vite dans un mouvement assez important. Mais il a pas d'avocat ? C'est lui qui se défend tout seul ? Alors je crois qu'il a des avocats, mais il insiste aussi pour se défendre lui. Ouais. Du coup, on va voter le 15 janvier. La mort est décidée à la majorité absolue. Et c'est le 21 janvier à 10h15 que la voiture du préfet de Paris emmène le roi déchu jusqu'à la place de la Révolution. Donc la place de la Concorde, aujourd'hui. Dernier égard pour le roi, on va utiliser son propre mouchoir pour lui lier les mains dans le dos, pour pas qu'il soit ligoté. Il fait ça précieuse, hein. Ouais. À peine le temps de « je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute, je pardonne aux auteurs de ma mort, je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France ». Le général Santerre lui dit « ouais, c'est bon ». Ça va, on t'a pas... Ça va. Hein, je crois qu'il y avait 80 000 policiers pour... Ouais, je comprends. Bon, excite pas tout le monde. Ouais. Allonge-toi, tu vas voir, 10h22, le coup de près tombe, donc 7 minutes plus tard. La guillotine devient mythique dans la joie générale. Un mois plus tard est créé le tribunal révolutionnaire.
et les lois vont peu à peu se durcir. Et le rythme va vraiment s'emballer, entre autres, quand on va voir l'assassinat de Marat. Oui, bah oui. Un député à l'Assemblée s'écrira « Il est temps de mettre la terreur à l'ordre du jour ». Écoute, les ennemis de la Révolution doivent savoir Voilà. ce qu'ils encourent. Alors, je vais pas te cacher que la terreur, c'est une période qui est hyper compliquée. Je suis en train de lire des trucs là-dessus, mais c'est assez dur de se faire une vraie idée de ce qui se passe, parce il y a des points de vue très différentes, notamment autour de la figure, bizarrement, de Robespierre, Oui, qui est assez clivante, en fait, j'ai l'impression. mais moi j'ai lu aussi pas mal de trucs où finalement on n'est pas si sûr que ça que ce soit lui qui ait tout ordonné, quoi. Si, que ce soit lui qui ait tout ordonné, ni qu'ils aient vraiment ordonné, voulu faire enfin, est-ce que c'est une sorte de massacre organisé, ou est-ce que c'est juste un emballement de... Oui, dont... plus personne ne maîtrise. Bref, ce qu'on va en retenir, c'est que le business de la guillotine se porte plutôt pas mal. Qu'on est bien content, enfin surtout Samson, il est bien content de pas avoir à s'acheter 2500 épées par mois. C'est ça, le 31 octobre 1793, par exemple, on va en 38 minutes exécuter 21 députés. C'est efficace. Je veux dire... C'est ça. Dans le mois suivant, ce sera Olympe de Gouges. On va faire l'ancien maire de Paris, le maire de Grenoble, l'ancien ministre de la Justice, Madame du Barry. Le 24 mars 1794, on va faire 18 hébertistes. Le 5 avril, on va décapiter les indulgents, donc Danton, Camille Desmoulins. Ouais. On va guillotiner de 13 à 90 ans. Le plus jeune, il avait 13 ans. Le plus jeune avait 13 ans, ouais. Le plus vieux, alors pas tout à fait 90 ans, il est nonagénaire. Bah oui. On va décapiter des hommes, des femmes. On va décapiter aussi des radicaux parce qu'ils sont trop radicaux, des modérés parce ils sont pas assez radicaux. C'est ça l'égalité, tu vois. Voilà. En 13 mois, on va décapiter place de la Révolution environ 1200 personnes. En 13 mois, ouais, donc ça fait presque 10 par mois. Ouais, finalement, c'est pas tant que ça. Ça fait 100 par mois. Oui. Ce qui fait un peu plus. Ce qui fait un peu plus au même endroit. Ça fait 3 par jour. Oh. À tel point que les riverains vont se liguer pour obtenir le départ de la guillotine. Juste, mettez-la ailleurs, les gars. Mettez-la ailleurs parce que, ouais, non, en fait, c'est ça, c'est que l'odeur devient insupportable. Si tu veux, la terre arrive plus à absorber le sang au bout d'un moment. Ça attire les chiens errants. Non, mais c'est connu que la terre de Paris absorbe mal le sang. Bah oui, c'est ça. C'est que d'habitude, tu vois, on va dans le bassin d'Arcachon pour trouver du sable qui marche bien. Bon, ça n'empêche pas qu'on fait le déménagement. Tous les 12 jours qui suivent, on va trancher 52 têtes. Hein. C'est à un moment donné, elle est pas à la place de l'hôtel de ville Place de Grève. Ouais, c'est ça. Après, elle va voyager un peu partout dans Paris. Les guillotines vont... C'est comme les craquettes c'est ça. Du Jardin des Halles, on les déplace tous les 6 mois. Ouais, parce que les riverains en peuvent plus. Le problème des guillotines, c'est que même si ça marche bien, à un moment, elles vont même plus être suffisantes. C'est là que Fouché trouve un truc, on tue les gens au canon. Non, mais c'est ça, c'est parce que dans les petits villages, quand t'as une guillotine pour le département, du coup, ça devient parfois compliqué logistiquement, donc on va reprendre les fusillades, les fameuses noyades aussi. À Bordeaux, on va commander par exemple la construction d'une machine à 4 couteaux. Et à Paris, il y a un mécanicien qui va proposer d'en fabriquer une pouvant disposer en même temps de 9 condamnés. La surenchère. Plus personne ne se rend compte de quoi on parle. Enfin, c'est assez dingue. D'ailleurs, le mécanicien qui propose ça, quelques mois plus tard, il va être arrêté pour trafic d'assignats. Et décapité. Et lui va finir sur la guillotine. On arrive donc à Paris à un rythme de 30 exécutions par jour, grâce à la loi du 22 prairial, qui est votée donc le 10 juin, et qui ne laisse finalement au tribunal révolutionnaire que 2 possibilités, l'acquittement ou la mort. Pour n'importe quel crime. Pour tous les crimes qui arrivent au tribunal révolutionnaire. Ok. En 6 semaines, le tribunal va prononcer 1376 condamnations à mort. Là, ça fait beaucoup quand même. Voilà, tout ça va culminer le 27 juillet avec l'affrontement entre la Commune et la Convention qui va mener le lendemain à l'arrestation puis à la mort de Robespierre, qui sonne un peu, faut bien se le dire, c'est le début de la fin. Hein. Pour la Révolution ? Pour la terreur. Oui. En tout cas. C'est vrai. En tout cas, les débats vont évoluer. En 1795, on va commencer à évoquer la fin de la peine de mort, en se disant, bon,
Là, on en a besoin parce que bon, faut épurer un peu, mais après, ça ira. Bien sûr, au consulat, la guillotine va continuer à servir, notamment contre les bandes de chauffeurs. Les chauffeurs, c'était des bandes de brigands qui chopaient les mecs dans leur maison. C'était un peu l'ancêtre du homejacking, quoi. Ok. Ils chopaient les mecs, ils leur foutaient les pieds dans la cheminée pour qu'ils révèlent où était caché l'argent. D'où les chauffeurs. Logique. Je sais pas si c'est très efficace, mais... Ça va un peu baisser. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre fin septembre 1792 et fin octobre 1795, on va estimer que 18 000 personnes sont mortes légalement. Sous la guillotine. Sous la guillotine. Ça fait beaucoup. Ouais, ça doit faire la ville de Laval, quoi. Ouais. Bah, Nos gens le retrouvent, par exemple. Ouais, je crois que c'est plus même que nos gens. Voilà. La répression politique va un peu changer de nature sous le consulat et Napoléon, où on exécute moins, notamment les prêtres réfractaires, qu'on va laisser tranquilles. Mais on va continuer la lutte contre la criminalité. L'Empire arrive donc, la guillotine demeure. Dans le code pénal, qui va être livré en février 1810, donc le grand œuvre législatif de Napoléon, elle va rester la seule méthode d'exécution légale. Mais on va revenir quand même en arrière sur certaines petites choses, c'est-à-dire qu'on va rétablir le marquage au fer rouge pour Il est vachement progressiste quand pour même. certains crimes, ou l'amputation des parricides. On va les amputer des mains avant de les guillotiner. Ah ouais, ok. Moi je croyais que c'était des voleurs, tu vois, on leur coupe la main gauche ou un truc comme ça. Non. Non, Les parricides, on leur coupe les mains et ensuite on les décapite. c'est ça. Alors, je vois poindre un peu au fur et à mesure qu'on avance dans la chronologie, je vois poindre l'inquiétude, parce que c'est vrai que qu'est-ce qui se passe pour la guillotine quand arrive au pouvoir Louis XVIII, le frère du roi guillotiné. Ah oui. Peut-être qu'il a envie de... Ouais. Le symbole, tout ça. Mais non, il va garder la machine en place. Napoléon a créé les cours d'assises. Lui va rajouter les cours prévôtales pour accélérer l'épuration des restes révolutionnaires. Et puis épuration qui blanche, passe, quoi. épuration qui passe bien entendu par la guillotine. Sous Charles X, on va intégrer à la liste des crimes punis par la peine capitale le sacrilège. Alors, en réalité, personne ne sera jamais condamné à mort pour ça. Enfin, en fait, s'il y a un mec qui est condamné à mort pour avoir volé un calice. Jean Valjean. Non. Mais non, c'est pas un calice, c'est des... Mais il est gracié. Ah. Derrière tout ça, l'image de l'église n'en sort pas tout à fait grandie. C'est possible, ouais, bizarre. Sous Louis-Philippe, au contraire, en plus d'adopter un nouveau concept, qui est celui des circonstances atténuantes, on va retirer certains crimes de la liste, comme le faux monnayage, par exemple. Ah ouais, parce que là, Et alors, les mecs qui ont volé 6 mètres de laine aussi, on continue à les décapiter Non. Finalement, en 1833, il y a plus qu'une cinquantaine de crimes qui sont punis par la peine de mort. Symboliquement, on va aussi envoyer la guillotine dans le 14e. Pourquoi symboliquement ? Pour qu'elle soit plus au centre de Paris. Ah oui. Donc, place Saint-Jacques. Petit fait assez étrange, en 1847, petite stupéfaction dans la population. On va découvrir que Henri Clément Sanson, 6e du nom, qui est toujours bourreau, 6e bourreau du nom à Paris, est criblé de dettes. Et pour éviter la prison, il a tout simplement mis la guillotine au clou. C'est son outil de travail, là, le droit. Voilà. Petit scandale qui va mettre fin à la dynastie des Sanson à Paris. Oh. Alors, parce qu'il y en avait d'autres à l'époque de la Révolution, genre c'est le frère qui est bourreau de Versailles, par exemple. Écoute, il faut une expertise. Mais en tout cas, à Paris, la dynastie des Sanson ne se termine pas d'une façon très glorieuse. Bon, et puis après, les époques vont changer, les crimes qui passionnent vont changer aussi. On va passer de crimes très politiques. Au départ, c'est vraiment les Robespierre, les Danton, tout ça. On va passer plus à la grande mode des faits divers, avec des accusés célèbres. Puis on va passer aux exécutions en huis clos. Au final, il faudra quand même se dire que le dernier guillotiné, il l'a été 1 mois avant la sortie de Star Wars. Donc en 1977. Oh la vache. Pour remettre les choses en perspective. Ouais, donc il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Non. Alors moi, j'avais vu dans un film Louis XVI qui rencontre Guillotin
qui est en train de travailler à sa machine, mais alors je crois que c'est pour couper les cigares à la base. Et Louis XVI qui lui dit non, mais vous voyez, votre lame arrondie là, bah ça coupe pas bien, faut faire une lame droite. Non, ça c'est Louis qui fait la lame droite. Guillotin, il a jamais vraiment. Enfin, il a Ah jamais. ouais, donc c'est pas du tout Louis XVI. Non. 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 Ça, je pense que c'est joli dans un film. Oui. Bon. Et alors, je vais peut-être le garder sous le coude, mais on parlera un jour de la guillotine en Belgique. Ouais. Et ben, écoute, j'ai pas été dans ces chapitres-là, mais dans un très bon bouquin que j'ai lu qui s'appelait Couperet de l'éternité, qui est un livre assez bien sur l'histoire de la guillotine. Il parle aussi de la guillotine en Belgique, mais je t'avoue que je me suis dit bon, c'est peut-être allé un peu trop loin. Mais j'ai lu une histoire, mais bon, j'en dis pas beaucoup plus aujourd'hui, mais sur la Première Guerre mondiale, il y a un truc avec la guillotine en Belgique. Et donc, si ça vous intéresse, le Couperet de l'éternité, on parle de la guillotine dans les dom-toms, dans... Oui, dans les colonies, elle doit servir aussi à un moment donné. Elle sert un peu aussi dans les Quand colonies. les mecs tirent pas au canon ou à la dynamite. Confère notre épisode sur la colonisation dont je me suis toujours parmi, moi, personnellement. Eh bien. Eh ben, passons Sautons du coq à l'âne. Sautons du coq à l'âne, voilà, du coq au lézard, en l'occurrence, puisqu'on va parler de la constante des hommes lézards. C'est un truc marrant sur lequel je suis tombé il y a pas longtemps et je pense que ça va te plaire. Bon, t'as sans doute entendu parler de la théorie du complot des reptiliens. Oui. Hein, les hommes lézards, qui prennent l'apparence des grands leaders du monde pour le contrôler en sous-main, histoire de pouvoir manger des bébés ou se nourrir de la peur ou de la haine des hommes. Mais ça se voit, Obama, il a des ouïes. Oui, puis quand tu le mets en caméra infrarouge, il a le sang-froid, ça se voit, des trucs comme ça. Et Zuckerberg, c'est un robot, hein. C'est pas pareil. Alors dans le détail, les reptiliens, ça serait une race extraterrestre provenant de la planète Alpha Draconis. D'accord. Ou une lignée hybride humain-lézard. Qui parle valérien. Les Anunnakis. non, j'ai pas regardé encore. Les Anunnakis. Les Anunnakis, alors issus de l'antique Babylone ou de la civilisation sumérienne. En pratique, les Anunnaki, ou Anunnakis, bon. Donc rien à voir avec l'animateur. Je l'ai pas. Avec Cyril Anunnakis. Ah non. Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça. En même temps, personne sait prononcer le sumérien antique, donc voilà. Le sumérien réformé. Donc les Anunnaki sont des dieux sumériens. D'accord. Bon, il y en a un qui doit avoir une tête de lézard. Donc, ça serait une lignée hybride entre les humains et les lézards. Ou encore, troisième hypothèse, des descendants des dinosauroïdes. Ouais. Qui sont des dinosaures humanoïdes qui régnaient, en fait, à l'époque, donc avant... Oui. Oui, avant les hommes, quoi, avant l'âge des hommes. Bah, avant le météorite, surtout, qui tue tous les dinosaures, quoi. Donc, 65 millions d'années. Mais donc, ils auraient vécu cachés depuis, donc, pendant 65 millions d'années, dans l'Agartha, c'est-à-dire la Terre creuse. Je vous laisse chercher ce que c'est que l'Agartha. Bref. En pratique, toutes ces théories, elles seraient issues d'une nouvelle de Robert E. Howard, le créateur de Conan. Le fameux. Nouvelle qui s'appelle en anglais The Shadow Kingdom. J'ai pas trouvé le titre français. Qui est genre le royaume de l'ombre. Oui, sûrement. Qui est une aventure de Kull, le roi barbare. Ou Kull, enfin K-U-L-L. Un autre héros inventé par... ça se déroule plus ou moins dans le même univers que celui de Conan. Ça a l'air d'être un héros très différent, non, le roi barbare. Oui, je pense, par rapport à Conan, qui est très différent. Je connais pas très bien l'œuvre de Howard, mais quand on dit comme ça, Kull le roi barbare et Conan, bon, il est esclave, mais il devient un roi aussi, non? Oui, bah il est boucanier à un moment donné, il est plein de trucs, hein, Conan. Il fait beaucoup de choses quand même. Dans cette nouvelle, une race d'hommes serpents contrôle le monde grâce au culte du serpent, machin, tout ça. Robert Howard a admis lui-même qu'il s'était inspiré des croyances de la théosophie et de la doctrine secrète de Helena Blavatsky. Je vous refais pas le truc, mais il y a un peu des hommes lézards dedans aussi. Il y a plein d'épisodes là-dessus, vous pourrez les retrouver. Voilà. Ça s'écoute très bien en mangeant un cake de lumière. En tant que théorie du complot, les reptiliens ont été popularisés en 1999 par l'anglais David Icke. Et de nos jours, QAnon... ça me dit quelque chose, David Icke. Il est très très complotiste. Hein. C'est il est très très complotiste, mais avant que le complotisme soit cool. Ah oui. Et il écrit des bouquins entiers et tout, alors qu'avant, je crois qu'il est journaliste à la base, et puis à un moment, il pète un câble.
Genre les bases secrètes du FBI et les trucs. Ah ouais, il a des théories sur tout. Ouais. Mais donc c'est lui qui répand la théorie des reptiliens. Parce que du coup, le côté Alpha Draconis, là, les extraterrestres, c'est un peu des ufologues aussi qui parlent de ça. Bon. En tout cas, de nos jours, donc, QAnon reprend certains de ces aspects, le gouvernement secret, le meurtre de bébés, tout ça, tout en ignorant la partie la plus fantasque, c'est-à-dire les hommes lézards eux-mêmes. Parce que ça, c'est quand même un peu con, quoi. Qu'ils ont télépathes. Alors ça dépend, il y en a qui sont change-forme, il y en a qui sont télépathes, il y en a qui sont des energy vampires. D'accord. Mais donc là, QAnon, ils ont beau être un peu jetés, les mecs de QAnon, ça va trop loin quand même. L'homme lézard, l'homme lézard change forme. Voilà. Et pourtant, en 2013, un sondage fait par un organisme sérieux aux États-Unis révèle que 4% des Américains croient à la théorie des reptiliens. C'est genre le Pew Report ou un truc comme ça? Non, je sais plus comment ça s'appelle, PPC. Bon, alors c'est un truc de démocrate quand même, mais c'est un truc sérieux, quoi. Enfin, c'est Ipsos, quoi. Ouais. Et ce résultat de 4% d'Américains qui croient à la théorie des reptiliens, ça a interloqué Scott Alexander, un psychiatre américain, lui aussi de la côte ouest. Parce que 4% des... Ça fait quoi? Ça fait 12 millions? Alors, à plus ou moins 2%, quand même. La marge d'erreur est assez grosse. Mais oui, ça fait beaucoup aux États-Unis. Mais bref, donc Scott Alexander, psychiatre, est interloqué par ce résultat, notamment parce qu'il a déjà eu maille à partir avec la bêtise humaine lors d'une étude, parce que donc il est psychiatre, mais il fait un peu des études en psychologie et tout, scientifiques. Une étude, en l'occurrence, sur l'influence de la nationalité sur certains traits psychologiques. Mm-hmm. Il a reçu un nombre non négligeable de réponses de martiens, c'est-à-dire de gens qui mettaient comme pays d'origine Mars. Voilà. Donc, Scott Alexander se penche sur la question, sur cette histoire de reptiliens. Et selon lui, il y a 3 types de personnes qui répondent oui à la question « Pensez-vous qu'une race de reptiliens change forme, contrôle le monde en sous-main ?» En premier, les idiots congénitales, qui n'ont pas compris la question. Bon, ça arrive. Ou pour qui, qui n'ont pas compris la question, ou pour qui c'est possible, parce qu'ils sont cons. Les distraits, qui ont oublié la question au moment de répondre, ou qui ont oublié de lire une négation. Bon, ouais. ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Et en 3e position, les sociopathes qui éprouvent du plaisir à voir le monde brûler. Et qui se disent, je vais répondre ça à un sondage, ça les fera bien chier. Ça les fera chier. Donc en gros, des trolls, ou de façon un peu plus pragmatique, des gens que ça fait chier d'être appelé au téléphone en plein dîner par un mec qui lui pose des questions sur les trucs dont il n'a rien à foutre. Les reptiliens. Voilà. Donc oui, si vous voulez, c'est sûr, je crois aux reptiliens. Honnêtement, si on me posait la question... Ouais, juste pour faire chier, tu dirais oui. Voilà. Ouais, voilà. Et de cette analyse, Scott Alexander invente la constante de l'homme lézard, qu'il estime à environ 4%, donc. C'est-à-dire le pourcentage de personnes interrogées dans n'importe quel sondage qui répondent n'importe quoi. Ou, le truc le plus absurde possible, parce que voilà. Alors bien sûr, une donnée dans un sondage, ça fait pas vraiment une analyse statistique rigoureuse. Mais d'abord, Scott Alexander, il s'est jamais prétendu statisticien et il a jamais dit que c'était... Enfin, tu vois, il a pas publié ça dans Nature. Hein. Et ensuite, son but, en fait, c'est plus un peu de faire un bon mot et de rappeler à la communauté scientifique et aux sondeurs, même voire à l'opinion publique, qu'il y aura toujours un faible pourcentage de la population qui a un pet au casque, en fait. Qui est alors, folle ou... Ouais, mais d'un autre côté, tu te dis, ok, c'est minime en soi, mais 4%, ça fait pencher une présidentielle. Hein. Bah, ça peut faire pencher une présidentielle, typiquement. Alors, il cherche quand même un petit peu, lui, d'autres exemples. Il en trouve un dans le même sondage. Il remarque, on lui fait remarquer que parmi les 13% d'Américains qui pensent que Barack Obama est l'antéchrist, je te rappelle que c'est en 2013, hein, ça, il y en a quand même 5% qui ont quand même voté pour lui. Donc, on votait pour l'antéchrist, selon eux. Donc, on retrouve 5%, 4%, on n'est pas très loin. Et depuis, il y a d'autres mecs qui avaient lu l'article de Scott Alexander, qu'il a publié sur Internet, et qui se sont posé la question, est-ce que c'est vérifiable, cette histoire ? Et on a remarqué que, par exemple, 5% des athées disent croire en Dieu, que 2% des Américains affirment n'avoir jamais entendu parler de la police, que 7% pensent que le chocolat au lait vient des vaches marrons,
que 6 à 8% pensent qu'ils peuvent battre un grizzly à main nue. Ah, je sais pas si t'as vu ce truc-là. Ouais, oui, il y a les lions aussi. Les mecs, Ouais, où il y a quel type d'animal vous pensez pouvoir battre, et puis t'as tous les animaux, et puis c'est européen et américain, je crois. Oui, et les requins, ils sont un peu... Voilà. Ouais, Ils ont une vision différente des animaux, Ouais. je pense. En En même temps, ils sont plus costauds que nous. Bah, ils mangent plus de viande. Donc, voilà. On a 5% d'Américains qui pensent que les boules 8 magiques, là, tu sais, les espèces de boules que tu secoues, machin, prédisent vraiment l'avenir. Alors que non, alors qu'elles fabriquent l'avenir. Bah oui. elles les prédisent pas, quoi. Mais non, mais ça, on parle de gens qui sont un peu au casque. Donc, voilà. 4% qui affirment qu'ils ont été décapités avant de répondre au sondage. Bah écoute, comment ils ont été décapités? Ça, c'est pas dit. Et en 2016, avant l'élection présidentielle, on avait 2% des sondés qui pensaient que Hillary Clinton était un démon, mais qui étaient quand même prêts à voter pour elle. Temple of Satan. Peut-être. Enfin, dans un test sur Internet, les résultats d'un test sur Internet que j'ai trouvé, dans lequel on demandait combien de trous possédaient certains objets, 0, 1 ou 2. On a 3,1% des gens qui pensent qu'un donut a 0 ou 2 trous. On parle d'Américains, Ouais. donc ils savent ce que c'est qu'un donut. Et 5,3% qui pensent qu'une cuillère a un trou. Alors, Ouais, sur la cuillère, je suis d'accord. On peut dire que c'est un trou. ouais, et puis sur la cuillère à absinthe. Certes. Mais en tout cas, on tourne toujours plus ou moins autour des 4% de mecs qui répondent n'importe quoi ou qui sont idiots ou que machin. S'il fallait faire une vraie analyse scientifique, cela dit, de cette constante, il faudrait bien sûr prendre en compte un certain nombre de paramètres supplémentaires, en plus de juste la question, comme la façon dont est fait le sondage, en laboratoire ou au téléphone à 20h quand tu es en train sur Internet. Ou sur Internet. Il faut prendre en compte l'âge des sondés. Scott Alexander lui-même remarque que chez les adolescents, par exemple, le pourcentage de trolls est significativement plus important que dans le reste de la population parce que les ados sont des petites merdes nihilistes, comme chacun sait. Mais il est intéressant de remarquer que certains chercheurs et certaines institutions avaient prévu l'éventualité des trolls avant qu'on se mette à parler de la constante de l'homme lézard. Par exemple, en 1974, l'armée américaine a intégré dans un questionnaire sur les préférences alimentaires de ses soldats des questions sur des aliments imaginaires. Le Funistrada. D'accord, c'est pas mal ça. C'est joli. Avec du poivre. L'air mâle beurré. Et le trake braisé. D'accord. Alors, donc, ça n'existe pas, donc voilà. Cela dit, dans les résultats, le Funistrada, qui est censé être un légume, est plus populaire que l'aubergine, les faillots ou le jus de cranberry. Mais c'est dire. C'est dire. Mais c'est quand même le légume qui reçoit le plus de réponses. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'en ai jamais entendu parler. Donc ça permet de discriminer les gens qui répondent n'importe quoi. Et de la même façon, le Personality Assessment Inventory, qui est un test de personnalité destiné à diagnostiquer les désordres mentaux, intégrait une question qui disait « Mon poète favori est Raymond Cartesque ». Alors ça, c'est des réponses 0, je ne suis pas du tout d'accord, 5, je suis tout à fait d'accord, tu mets une échelle. Sachant que Raymond Cartesque n'existe pas, ce n'était pas un vrai poète. Ils ont malheureusement dû changer cette question parce que un des membres des 4% s'est amusé à écrire des poèmes sous le nom de Raymond Cartesque et de les publier sur Internet. Vous pouvez les chercher, tapez Raymond Cartesque sur Google. Ils sont pas terribles. Voilà. C'était la constante de l'homme lézard et c'était tout ça pour dire que si vous êtes chercheur en sciences sociales ou en psychologie, oubliez pas de considérer cette constante de l'homme lézard. C'est quelques pourcents de gens qui aiment voir le monde brûler. Et puis peut-être que si vous trouvez une vraie démonstration et un chiffre un petit peu plus précis, vous gagnerez un IG Nobel, Ig Nobel. Oui, Ig Nobel, ouais. Ig Nobel. Et on remercie aussi les 4% de nos auditeurs qui ont tenu jusqu'ici. Voilà. Et on vous dit à la prochaine fois. D'ici là, continuez à écouter des podcasts, continuez à consommer de la culture, continuez à vous instruire, à découvrir de nouvelles choses, à apprendre.
N'oubliez pas, si vous le pouvez, de nous recommander, de nous laisser des étoiles, de nous rejoindre sur le Discord pour qu'on puisse discuter guillotine, pour qu'on puisse discuter homme lézard. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à contribuer au Patreon du label Podcut. Tout à fait. Et on se retrouve la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois.